Mais tout d'abord, du côté de la Maison de l'Europe, que se passe-t-il en Chira? Eh bien, Amalia, à la Maison de l'Europe, Bordeaux-Aquitaine, on s'affaire puisque nous préparons activement la fête de l'Europe qui se déroulera du 9 mai au 16 mai prochain. L'agenda des événements est déjà en ligne sur le site de la MEBA, www.europe-bordeaux.eu. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Et pour en revenir à l'actualité européenne, en Chira, l'Union européenne connaît une hausse record du chômage et les perspectives économiques pour les prochains mois ne sont pas réjouissantes. La Commission publie aujourd'hui une communication dans laquelle elle énonce des mesures concrètes pour l'emploi. Tout à fait, elle privilégie l'aspect de la création d'emplois liés à la demande et suggère aux États membres des solutions propres à encourager l'embauche, telles que la réduction de la pression fiscale sur le travail ou l'octroi d'aides à la création d'entreprises. Donc elle recense les secteurs offrant le plus de possibilités de création d'emplois, c'est-à-dire l'économie verte, les services de santé et les technologies de l'information et de la communication. Enfin, elle souligne que la nécessité d'orienter plus résolument la gouvernance de l'Union européenne vers l'emploi et la politique sociale et propose des moyens d'associer plus étroitement les représentants des employeurs et des travailleurs à la fixation des priorités de l'Union européenne. Et selon le Parlement européen, l'Union a besoin d'universités plus modernes et plus compétitives. Et pour cela, il a adopté une très bonne résolution. Tout à fait. Les parlementaires se sont prononcés pour un nouvel instrument de financement pour la mobilité au niveau des masters, car les bourses et autres aides financières peuvent contribuer, selon eux, à améliorer l'employabilité et la croissance en Europe. Le Parlement européen soutient pleinement l'initiative de la Commission européenne de créer un système de prêts pour les étudiants qui souhaitent suivre un master à l'étranger. Donc selon les parlementaires, toujours, la mobilité des étudiants et la reconnaissance mutuelle des diplômes, question ô combien essentielle, et des qualifications obtenues à l'étranger ainsi que les programmes d'études ou de recherche communs des universités sont également donc essentiels pour un enseignement de qualité. Et un événement du médiateur dira les citoyens européens peuvent tweeter leurs questions en direct à M. Barroso, c'est-à-dire le président de la Commission. Et oui, coup de frais donc au sein du Parlement européen. C'était lors d'un événement intitulé l'Europe en crise, le défi de gagner la confiance des citoyens. Donc à Bruxelles, selon le médiateur, la question actuelle la plus importante tant pour l'Union européenne que pour les États membres est celle de la crise économique et financière. On n'en aura assez jamais parlé. Et financière ainsi que les implications pour l'avenir de l'Union européenne. De nombreux citoyens européens perdent non seulement confiance à leurs gouvernements nationaux, mais sont également de plus en plus sceptiques sur la capacité de l'Union à trouver des solutions à la crise, la pire de son histoire. Cet événement représente l'occasion de pouvoir discuter directement en tweet avec M. Barroso et explorer des moyens concrets pour que l'Union européenne puisse aller de l'avant. Et les citoyens européens ont donc pu tweeter de 10h à 12h30 leurs questions pendant l'événement. Les questions sont affichées dans la salle de conférence afin de donner l'opportunité aux intervenants d'y répondre. Yo creo que la lucha que él llevó. J'avais la confirmation de la ressemblance de nos points de vue. Et le point de vue de cette semaine porte sur la découverte de Bordeaux à travers des personnalités espagnoles qui ont vécu dans cette ville. Nous avons participé à la présentation de Ruta Cervantes, le parcours d'un Bordeaux des célébrités espagnoles. Et oui, Amélia, nous avons interviewé pour l'occasion Maria Santos Sanz, directrice de l'IJBA, qui nous parle de ce parcours et nous fait découvrir le personnage de Teresa Cabarrus. Écoutez, je pense que c'est une excellente idée de la part de l'Instituto Cervantes de faire redécouvrir cette ville merveilleuse comme c'est Bordeaux, et par le biais des personnages qui ont eu un grand ampleur, autant dans la vie espagnole, politique, littéraire et artistique, mais également des personnages qui sont personnages mondiaux qui appartiennent au patrimoine culturel mondial, comme c'est le cas des Goya. Il y a d'autres personnages aussi d'une grande envergure, et c'est le personnage de Teresa Cabarrus, une femme qui a été oubliée de par l'histoire, hélas, et en sachant que l'histoire souvent, malheureusement, a eu une lecture un peu misogyne. C'était une femme un peu dénigré, il a été apparu parfois un peu comme un genre de monstre, car une femme qui est libre, émancipée, indépendante, est toujours une femme qui dérange.
Et dans ce sens-là, Teresa Cabarrus a vécu à Bordeaux et a eu un rôle très important dans la ville qu'il faut connaître et qui permettra à ce parcours qui propose l'Instituto Cervantes de découvrir. C'était juste un an, enfin il a vécu à Bordeaux qu'un an, de 1793 à 1794, une année vraiment très chargée, une année trépidante comme toute sa vie. Et c'est presque un roman où les ambitions politiques, les pouvoirs, l'argent se mélangent avec une dramaturgie parfois et avec beaucoup de touches romantiques. Sa vie a été une vie aussi consacrée à la politique, un aspect qui était un peu, disons, oublié aussi également de la part de l'histoire. C'est dommage que finalement, ces personnages qui avaient énormément de glamour, Teresa Cabarrus, c'est cet aspect-là qu'on a retenu de l'histoire. Sa beauté, c'est vrai, certes, c'était une très belle femme. Sa côté sexy, c'était une femme très sexy. Il y avait pas mal de recettes qui ont resté dans les manuels de beauté, de se baigner avec l'eau, avec des fraises. Enfin, il y a pas mal de recettes qui ont resté parmi ses caprices et aussi ses extravagances, parce que c'est vrai qu'il y avait un côté un peu extravagant. Mais moi, je pense qu'il faut remettre à sa place la dimension politique. C'est une femme engagée, une femme qui a appartenu, enfin qui a fait partie membre des loges maçonniques, une femme qui a adhéré aussi également à plusieurs lieux de débat et de rencontres politiques. C'est une femme qui depuis les premiers jours a assisté au débat de l'Assemblée également, et une femme aussi qui a eu un baptême politique, notamment à Bordeaux, au Temple de la Raison, c'était l'église de Notre-Dame, et c'est là qui a fait un magnifique discours à l'instruction des femmes. Vous imaginez, à l'époque, les temples de la Raison, il était rempli, surtout, il y avait beaucoup de femmes, des bordelaises, qui voulaient voir cette femme qui avait été à une époque la reine, après, qui sera la reine du Directoire, mais qui était la femme la plus influente de Bordeaux, car elle était la maîtresse, et plus tard elle sera la femme d'un homme, l'homme qui était l'homme du terreur, de la terreur à Bordeaux. C'était italien. Et ces moments-là, cette conférence, comme je disais, a permis aussi de connaître et d'apprécier cette personnage et dimension politique. Également, il faut savoir qu'il a joué un rôle très important, notamment à Bordeaux, par sa philanthropie et par son humanisme. Même s'il y a des controverses, c'est un personnage aussi très controversé. Teresa Cabarrus, et sa complexité, c'est ça qui le rend justement un personnage passionnant. Et c'est vrai que l'histoire parfois a voulu mettre à l'avant certains l'aspect pécunier, l'effet qu'elle trafiquait les grâces, où il habitait au 23 rue Jardin Public, dans un très bel appartement où il avait mis dans ses balcons des orangers. C'est là où il recevait beaucoup de dizaines de Bordelais qui avaient la menace de la guillotine. C'est vrai qu'il a joué un rôle très important. Je ne pense pas que ce soit par des échanges autant pécuniers, je pense pas. Je pense qu'elle était une femme généreuse et c'était une femme qui s'intéressait aux autres. Et Teresa Cabarrus a été une héroïne de la Révolution française, une pionnière du féminisme et une femme entrepreneur. Et il faut savoir aussi, c'est un personnage qu'il faut remettre au moment de l'histoire, c'est une des héroïnes de la Révolution française. C'est une femme qui s'est construite toute seule, c'est une femme où la réussite sociale et personnelle, il les doit à elle-même. C'est une femme qui est arrivée en France à l'âge de 10 ans, puisqu'il était né à Madrid, et c'est en France où il a vraiment modélé son esprit, son engagement auprès des encyclopédistes. C'est une femme donc d'esprit éclairé, une femme, comme je disais, une grande dame et également très émancipée, et une femme avec une vie, comme je disais, très chargée, parce qu'en fait, il a eu 11 enfants, 4 enfants parmi les 11 adultérins, 2 divorces, vous imaginez à cette époque-là à quel point sa vie, et c'est plus qu'un roman. C'est une figure clairement flambante. Et c'est vrai que c'est une femme, que c'est un modèle d'autonomie des femmes également. Moi, je considère qu'elle était pionnière en certains aspects du féminisme par rapport à son époque, par rapport à son modèle et ses choix des vies.
Et je regrette toujours que l'histographie a minimisé toujours cet engagement, mettant plutôt les personnages. C'est vrai qu'il avait une dimension aussi esthétique importante. C'est une femme qui a fait partie des femmes qui ont inventé les merveilleuses, toute une série de codes pour s'habiller, et toujours inspirée à l'époque grecque, avec une manière très provocante. Et c'est une femme aussi qui n'a pas que ses dimensions politiques et aussi esthétiques, comme quelqu'un qui était pas styliste, mais plutôt créateur des modes, des vies et des modes. C'est une femme aussi entrepreneur, et ça, c'est un aspect que personne connaît. Et c'est juste à Bordeaux, où cette femme a créé une entreprise des salpêtres, car c'est une manière aussi de montrer, contribuer donc à cette étape de la France révolutionnaire. Et notre belle ville de Bordeaux a complètement bouleversé son destin, et on la comprend. Il était aussi très engagé dans la cause des autres, comme je disais tout à l'heure. Et c'est le destin, Bordeaux, en fait, a une incidence dans sa vie très importante. C'était la ville qui a changé son destin, parce qu'il envisageait au départ de rentrer en Espagne, où il habitait ses parents, à Madrid. Et finalement, cet amour pour Tallien, opportunisme pour certains, pour d'autres, bon, un échange aussi des croyances par rapport à ses croyances révolutionnaires, a fait que finalement il reste en France et que son destin il soit lié au destin de la France. Car, comme tout le monde sait, et finalement, la chute précipitée de Robespierre, on la doit à Teresa Cabarrus. Il faut savoir que quand il était en prison à Paris, il a écrit une fameuse lettre très émouvante dans laquelle il écrit à Tallien en annonçant que le lendemain il allait être guillotiné. Et par la suite, il écrit une phrase qui a changé l'histoire de la France, évidemment, et en disant « mais c'est ta lâcheté qui va me tuer ». C'est cette phrase qui a précipité 48 heures plus tard et qui a provoqué les coups d'État des thermideurs et qui a permis à la France de sauver de la figure de la terreur de Robespierre. Donc c'est vrai que les jeux, le rôle qu'il a joué dans le destin de la France a été aussi très très important. Teresa Cabarrus est aussi une vraie femme européenne qui a déjà expérimenté la mobilité européenne. Je dirais que c'est une femme très européenne finalement. C'est un produit vraiment pas Erasmus, mais presque, puisqu'en fait c'était une des premières Erasmus, si on peut dire, car c'est à 10 ans elle est partie, elle a quitté Madrid pour rejoindre donc l'université du savoir des encyclopédistes à Paris, et bon, c'est vrai que sa famille, il avait des très bons contacts, il avait c'est dans les salons mondains parisiens qu'elle s'est formée, et aussi dans toutes les loges maçonniques puisqu'il appartenait, et dans des lieux de débat où il a fait tout son parcours disons scolaire, et où son capital social et culturel il s'est forgé. Donc si on peut dire Teresa Cabarrus était la première pionnière Erasmus. C'est un produit très européen. C'est une femme mi-française, mi-espagnole, partagée par ces deux cultures. Il faut savoir que quand même son statut juridique et administratif, elle était espagnole. Il a été toujours vu comme étrangère, et il n'avait pas les papiers, et on peut dire mais c'était pas nécessaire, car son esprit, sa connaissance, son cœur, il appartenait à l'Europe. Donc dans ce sens-là, moi je crois que c'est une femme qui a voulu tracer son propre destin, et surtout faire un destin différent au destin qui était tracé aux femmes de l'époque, en sachant que les femmes ils étaient cantonnées dans l'espace privé de la maison, et elle a voulu franchir et aller à l'encontre de l'espace public et pouvoir débattre, participer. Et dans ce sens-là, son rôle politique qui est pas assez connu, parce qu'il n'y a pas eu que les discours, il a fait d'autres discours, et même il y a eu des pétitions à l'Assemblée de sa part, et dans ses rapports, elle s'influence auprès des hommes du pouvoir, parce qu'après, il a été après Tallien, il a été aussi la compagne des
l'embarras aussi. Et dans ce domaine politique, il a exercé beaucoup d'influence. Aujourd'hui, moi, j'y pense qu'il sera évidemment une Européenne convaincue, comme il a été à son époque. Il a même prôné pour l'instruction et l'importance de l'éducation civique des femmes. Et moi, je crois qu'il pourrait aussi défendre l'aspect social, puisque c'est une femme engagée, révolutionnaire. Et quelque part, tout l'aspect, la dimension citoyenne.